Ainsi, l'examen des légendes et histoires sur les Mbarkono dans le contexte des Ewondo, des Beti et des peuples qui les ont côtoyés est un préalable aux travaux sur le rituel du Mboman. Le Mboman se révèle être l'autorité suprême chez certains peuples en ce qu'il représente le dernier niveau des institutions sur le pouvoir traditionnel. Il harmonise les différents pouvoirs et permet de ce fait la cohésion sociale de cette société apparemment égalitariste qu'est le peuple Beti. Il constitue une assemblée de prise de décision des grandes lignes de la marche de la société. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV dans le cadre de cet autre entretien autour de cet ouvrage intitulé Les Mbarkono, organisation socio-culturelle Beti, pratique des rites et renaissance du Mboman, de Claude Bertin Okala Etoga. Bonjour Monsieur Okala Etoga. Bonjour. On va dire patriarche. Merci, mais je n'aime pas ce terme de patriarche parce que les mots français, parfois, n'ont pas d'équivalence dans nos langues. Un patriarche, si vous consultez la Bible, soit ça veut dire quelqu'un qui a un certain âge, qui a une grande descendance, soit c'est une autorité religieuse. Mais chez nous, on parle des hommes-là. Je ne suis pas patriarche, je suis homme-là. C'est quoi la particularité du Zomlo? Est-ce que ce n'est pas lié également à l'âge ou à une certaine lignée de la descendance? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de préalables avant d'être Zomlo? Aussi, il y a des préalables, mais ce n'est pas essentiellement l'âge. Vous savez, quand on a plus de l'âge, on a les troubles de mémoire. Le Zomlo, si vous voulez, si vous avez lu l'ouvrage, il parlait des hommes loyates. C'est l'organisation politique des Beti. Qui encadrait la société Beti. Oui. Et il y a le pouvoir chez les Beti est réparti entre les mains de certaines personnalités. Il y a d'abord la femme qui est l'épouse d'une cuisine qu'on appelle Nda. C'est elle qui gère les hommes qui sont dans son Nda. Et ces hommes-là, on les appelle Ndabot. Ensuite, il y a le Ntomba. Ntomba, lui, il est noble. Il a un certain nombre de femmes, des enfants, et puis les gens qui sont sous sa responsabilité. Il y a le Mbintoum qui est le chef de lignage. C'est-à-dire, sous d'autres aussi, on l'appelle le Ntol. C'est lui qui parle, enfin, qui répond à certains problèmes qui relèvent de son lignage. Et il y a donc le Njo. Pour être Njo, on passe par le sacre. Il doit être éloquent. C'est celui qui dit, qui sait dire. Qui maîtrise la généalogie, qui maîtrise les figures de style, qui a beaucoup de pouvoir. C'est lui qui parle bien. Maintenant, il y a le Zomlo. Le Zomlo est d'abord un Njo, mais il maîtrise la pratique des rites. À la fin, nous avons celui qu'on appelle le Ngangang. C'est lui qui garde le pays. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on a oublié toutes ces notions. La notion qui vient de plus en plus, c'est celle de Zomlo. Même quelqu'un qui n'est que chef de lignage, qui ne maîtrise rien, il se fait appeler Zomlo. Voilà la nuance. Et le chef traditionnel dans cette architecture? Oui, il y avait, j'ai oublié, un qu'on appelait un Nkoukouma. Un Nkoukouma, c'est qui? Un Nkoukouma, c'est un Ntomba qui a un certain nombre de femmes, d'enfants, enfin, qui a une grande population. Parce qu'il a la Kouma. La Kouma, c'est quoi? C'est la richesse. La richesse, c'est des hommes. Au jour d'aujourd'hui, l'administration coloniale a utilisé le terme Nkoukouma pour désigner le chef administratif. Or, ce n'est pas le Nkoukouma Beti qu'on connaissait. D'accord. Merci Zomlo pour cette mise en bouche qui permet de restituer
débat sur le concept de patriarche et sa différence dans la conception française, la conception Ewondo ou Betty en général. Maintenant, parlant de l'ouvrage, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui est venu à l'idée pour pouvoir mettre sur pied cet ouvrage sur les Barkono? Nos ancêtres qui ont fait, qui ont travaillé sur notre culture, ils étaient, il peut dire que l'inspiration venait du fait que la plupart d'entre eux voulaient accéder aux charges de chef administratif. Il fallait qu'ils prouvent qu'ils maîtrisent la tradition. C'est eux qui ont inventé beaucoup de légendes. Quand on me demandait d'écrire, je devais d'abord remettre ces légendes en question, faire mes propres recherches. Il faut noter que vous avez déjà engagé un certain nombre de recherches avant, sans ambition d'écriture. Non. Oui. Mais je suis poussé par les membres du clan qui me demandent d'écrire quelque chose. Parce que la plupart de mes témoins ont disparu. Je suis l'un des rares qui détient chez nous le bilan ancestral. Et je crois que en récompense, on m'a élevé à la charge des hommes là. En raison de toutes ces connaissances que vous avez engrangées, tout ce parcours qui certainement a connu quelques initiations par rapport au rite. Oui. Rentrons directement dans le clan Mbarkono. On note que c'est l'une des principales familles Ewondo, divisée en deux sous-groupes, l'Invogue Nama et l'Invogue Dovo. Vous pouvez nous parler en détail? Je ne sais pas si je peux rentrer en arrière pour dire que c'est un peuple qui vient de la rive droite de la Sanaga. Allez-y. Et que là-bas, tous les peuples viennent du septentrion. Ils se sont amassés là et en fuyant les peuples les plus organisés du Nord. Ces peuples-là, c'était d'abord les Tchamba qui travaillaient pour le compte des esclavagistes. Après, il y a eu, au 19e siècle, le djihad. Ces peuples-là vont se bousculer sur la rive droite de la Sanaga. Et parmi eux, ceux qui ont traversé, il y a ce qu'on a appelé Bati. Les Bati, ce sont les locuteurs de la langue Ati. Il y a ce qu'on a appelé Bavek, qui parlent, aujourd'hui on dit qu'ils sont des Potofans. Il y a les Baboutes, qui sont venus en retard. Les Mbarkono sont d'origine Baboute. Maintenant, sur la rive droite de la Sanaga, bon, j'ai lu ceux qui m'ont devancé. Ils nous ont parlé des arbres généalogiques où on met les Mbarkono parmi les clans Ewondo. Ce n'est pas une thèse que je soutiens. Parce que pour moi, ça veut dire que Ewondo même c'est une création. C'est la création de la chefferie. Parce que quand on dit Ewondo, au sens étroit, c'est un certain nombre de clans. Henri Ngwa a écrit, Nambele a écrit, d'autres ont écrit. On dit Ewondo, ce sont les Mvo et Banda. Les Mvo et Kusu, les Mvo à Benak, dans lequel on trouve les Mvo Mbi. Les Mvo Amourna Abana, parmi les Amourna Abana, il y a les Mbarkono. Et après, il y a les Somna Abana. Dans les Somna Abana, il y a les Mvo Atangnambala, les Mvo Tumbala, les Mvo Furumbala, les Mvo Somdana. Voilà ce qu'on appelle les Ewondo au sens étroit. Au sens large, ce sont tous ceux qui parlent la langue Kolo, tous ceux qui disent Majona. La langue Kolo. Kolo,
Kolo. Oui. Vous allez donc voir que même ce Kolo-là, au départ, on nous dit que Kolo, c'est l'un des fils de Beti. Il y a Kolo Beti, ceux qui disent Majona, et Ton Beti, Vel Beti et Zoum Beti. Et dans l'analyse, je constate que non, ce n'étaient pas des fils des noms éponymes, c'était des dialectes. Ça veut dire que ces ancêtres n'ont jamais vécu. Même Beti ne devrait pas être une personne. Beti, c'est les gens qui ont fui. Et quand ils traversent, ils sont déjà libres. Quelqu'un dit, je ne dépends plus de personne, je suis libre. Bon, quand je reviens donc sur les Mbakwana, qui sont d'origine Baboute. Vous savez, l'histoire de Baboute nous dit que c'est le peuple qui a beaucoup pénétré dans la forêt parce qu'ils viennent du Soudan central. Ils ont séjourné à Bagnon, qu'on appelait à l'époque Bayang dans leur langue. Ils ont séjourné à Tibati, qu'on appelait Tibare. Ils sont arrivés à Sembeng, ils sont arrivés à Yoko. Après Yoko, ils se sont installés à Ngila. Et il y avait un grand chef qui s'appelait Ngila. Et c'est ce chef-là et les autres qui ont terrorisé les Bétis. Puisqu'ils sont arrivés jusqu'à Nkomtou, à 20 km de Yaoundé. Et les Allemands ont détruit cette chefferie parce qu'il a été redoutable. Vous voyez donc que tous ceux qui avaient déjà traversé, qui travaillaient pour son compte, se sont assimilés aux Bétis. Vous allez donc voir, en ce qui concerne Mbakwana, que lui, dans l'histoire, on nous dit qu'il a épousé une femme du nom de Eben Menge. Ils ont eu 3 enfants. L'aîné, c'était Amour Bene, qui est devenu Ndo Bene, d'où l'invent. Le second, c'est Nabene, qui est devenu Vornam. Le troisième, c'est Tabene. Tabene, aujourd'hui, n'a pas traversé au même moment la Sanaga que ses 2 frères aînés. Ses descendants sont installés aujourd'hui en Kotin. Et ils ont une chefferie, Wassa Baboute. Revenons sur le cosmos Mbakwana, dans notre contexte. Bon, dans l'une des significations, on va lire à la page 76, selon la Bulle Torah, oui, il explique que Mbakwana signifie est issu du radical Mbara, qui signifie le pian, et Okon, qui signifie la maladie, Okon. Donc, de l'explication suivante, Mbakwana signifie la maladie du pian. Maladie du pian. Oui. Mais vous estimez que cette appellation est injurieuse? Oui, moi je pense qu'on ne peut pas traduire un nom d'une autre langue en une autre. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce peuple avait leur langue. Quand ils traversent ici, ils ont trouvé les femmes. Ils ont colonisé, mais ils ont adopté leur langue. Donc vous ne pouvez pas dire qu'un nom comme Okala, qu'on retrouve en Bangassina, chez les Bati, vous l'expliquez en Ewondo. Il faut chercher l'explication, la sémantique chez les Bati. Maintenant, s'agissant de Mbakwana, je vous ai dit, Mbakwana avait pour père Amourou Nabane et pour mère Kwanalinga. Et il n'était même pas seul. Son frère aîné s'appelait Okalkwana. Et lui, Mbakwana. Alors, ce que je vais dire, c'est que certains Mbakwana se trouvent éparpillés dans le département de la Liké, mais ce sont les descendants de Ndobo. On connaît certains villages, par exemple comme Tunkoltima, Kourandeng, Nkolndobo, Mbele, Nkoli Basimbi. Peut-être avant d'entrer dans la phase du des rites, petit, peut-être faudrait qu'on fasse la distinction maintenant pour nos téléspectateurs entre les notions de fan, petit et kan.
Parce qu'après, il y a beaucoup de débats autour de ces notions et on a parfois tendance à les confondre. Oui, je envisage de répondre à cette question. Lors de la dédicace de cet ouvrage, on m'avait interrogé sur moi et quand. J'ai répondu que je vais répondre prochainement. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que quand on parle de femmes, ce mot-là vient du Gabon. On connaît leur histoire avant l'histoire de Betty. En 1918, les Européens ont découvert qu'il y avait un peuple qui avançait vers la côte au Gabon. Ils ont demandé aux populations qui habitent le bord de l'estuaire comment on appelait ce peuple-là. Ils ont répondu en mienine, Mimpangien, ce qui veut dire je ne sais pas. Le mot a été transformé jusqu'à ce que les Français ont transformé en Pamois pour appeler ce peuple. Ces gens n'étaient pas d'accord, mais on a quand même utilisé ce mot pendant plusieurs décennies. Et ils l'ont remis en question. Eux, ils ont dit qu'ils sont les vrais gens, une famille. D'où vient le mot femme. Donc, les Bétis ne connaissent même pas ce nom. Et vous savez, les Allemands viennent tardivement. Et c'est eux qui découvrent les Bétis. Avant les Allemands, les Anglais, il y a eu un Anglais qui est parti du Nord. Il est arrivé au pays à Oussa. On lui a parlé des bâtis sur la rive droite de la Sanaga. Nous connaissons à quel moment les premiers Allemands ont pénétré l'arrière-pays. C'est là qu'ils ont découvert les Bétis. Et ces Bétis-là, ils les appelaient les Yewondo. Et quand on parlait de Yewondo, ce n'était pas tous les Bétis. Ils avaient Yewondo, Bénin et Noir. C'est eux-mêmes qui leur ont dit qu'eux, ils sont les Bétis. Ce que je peux dire, pour résumer, c'est que le Fang, c'est la langue que nous parlons aujourd'hui. Le Béti ou le Bati, c'est la langue qu'on appelle aujourd'hui Sanaga. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, sur la pratique du rite dans la diaspora ethnique Mbarkono, c'est celle certainement qui se trouve dans la région du centre, département Lali, qui est de la Haute-Sanaga et de la Mofouakono. Vous mettez l'accent sur un rite particulier, le Mboman, à côté des autres rites tels que le So, le Tso, l'Issié, le Mvungu, le Ndongo, entre autres. Quelle est la particularité du Mboman? C'est quoi même le Mboman déjà? Oui, je commence par la définition. Le Mboman, c'était une assemblée des doyens qui devaient décider de la bonne marche de la communauté. Il avait un penchant pour les choses mystiques. Et les enjeux, c'était remédier à la famine. Organiser la société ou alors instaurer l'ordre. À un certain moment, vous savez, comme les autres Bétis, les Mbarkono, c'était des nomades, ou si vous voulez, les semi-nomades. Ils s'installaient dans un site. Et quand il y avait des calamités, des événements malheureux, ils décidaient d'abandonner ce site. Et là, ils allaient chasser d'autres peuples. Ou bien, ils les colonisaient. Et quand il y avait des famines, on soupçonnait que les gens avaient des choses maléfiques.
C'est là qu'ils s'organisaient donc. Ils allaient en bourse, se retiraient en bourse, et ils débattaient. Le chef, donc Koukouma se plaint. Les notables, les autres viennent renforcer ce qu'il dit. Après, on demande quelle est la cause. Si on soupçonne les gens doivent venir faire le serment. Tout le monde dit ce qu'il connaît. Et à la fin, on prenait donc une pause et c'est l'heure du repas. Après, les anciens se concertaient. Ils venaient faire des recommandations. On finissait par la purification. On avait préparé un certain nombre d'écorces et d'herbes et on purifiait tous les participants. Chaque noble avait sa résidence. C'est ça qu'on appelle un vok. Et le Nkoukouma, c'est celui qui a beaucoup d'hommes chez lui. Et c'est lui qui était capable d'organiser l'Omboman. Il convoque donc parce que ces femmes et les esclaves, les clients, se sont plaints que quand ils vont en brousse, ils ne trouvent plus. La chasse ne leur donne pas grand-chose. La pêche non plus. Ils avaient les mains ésotériques telles que les champignons. Ils vivaient comme les pygmées de la chasse, de la cueillette, de la petite agriculture. Quand il y a donc la famine, ils se plaignent, ils convoquent, ils saisissent l'Ongangang ou bien les hommes-là. Les hommes-là qui viennent présider aux cérémonies. Les femmes doivent préparer la nourriture, mais elles ne sont pas présentes aux cérémonies, ni les enfants, ni les intrus. Parce que les femmes avaient leur rite, qu'on appelait Movungu. Ils venaient donc assister aux cérémonies. Et c'est les hommes-là qui président. On interroge l'organisateur du moment. C'est lui qui fait d'abord le point de ce qu'il ressent. Ses voisins viennent ajouter, comme on dit, de l'eau au moulin. Et après, comme je dis, ils se retirent pour se concerter. Parce que la concertation, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire conciliabile. Oui. Quand les gens ont déjà prêté serment, chacun dit, moi je ne connais pas. Ou bien, moi j'ai mon oignon là, ce n'est pas pour détruire. Peut-être c'est pour soigner la hernie. Ou bien c'est pour qu'on ait des garçons. Parce qu'il y avait l'oignon des garçons. Il y avait aussi des mauvais oignons. Il fallait expliquer. Si vous avez fait un mauvais serment, ça va vous attraper. C'est là qu'on faisait la purification. Et il y avait, on cachait quelque chose sur le chemin pour que la souillure qu'on est sorti rentre sur celui qui a fait un mauvais serment. Est-ce que ces rites, de votre expérience, ces rites ont-ils un impact réel sur la société ou bien sur les participants? Oui, il est vrai, j'ai parlé de la famine, mais j'ai dit qu'il y avait l'organisation politique. Quand un homme là mourait, il fallait en trouver un autre. Oui. Et souvent, c'était les bagarres. Donc, les anciens devaient se réunir pour dire que c'est elle que nous désignons. Quand il y a déjà beaucoup de déviances, par exemple l'inceste, ils allaient se réunir et ils prenaient des décisions. On condamnait, on mettait des gens en quarantaine, des gens qui avaient transgressé des interdits. Et on organisait des rites particuliers pour les petits-enfants. Par exemple, ce qu'on appelle le Kwarantomba, pour l'inceste, c'est-à-dire le piétinement du mouton. La question revient parce qu'à la faveur de la crise sanitaire actuelle qui était au plus fort l'an dernier, on observait des vidéos qui circulaient sur le net, sur les réseaux sociaux, d'un groupe de patriarches issus de la Moufouakono qui conjurait le sort de la Covid-19 en insistant sur le fait que les ancêtres bénissent le Cameroun, afin qu'il les délivre de cette pandémie. Mais nous sommes en 2021, la maladie est encore là, et actuellement,
nous vivons la même flambée que dans les autres pays. Il y a les nouveaux variants qui apparaissent. Mais tous ces sorts, toutes ces incantations, on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement d'effet. Oui, il n'y a pas que les hommes là qui ont réagi, même les hommes d'église ont réagi. Hein. Les hommes là ont appelé leurs ancêtres. Il y a les ancêtres ailleurs, mais ils ont appelé les leurs. Mais les églises ont appelé Dieu. Quand vous posez cette question, moi, je ne vais pas la partager seul. Mais ce que je vais dire, puisque vous parlez des ancêtres, que j'aurais voulu qu'on dise un mot sur le cosmos petit. On y reviendra vers la fin. Okay. On y reviendra vers la fin. Si la question, est-ce que les ancêtres nous écoutent? Bon, on peut y aller. Le cosmos de Dieu est réparti entre le monde visible et le monde invisible. Oui. Comme vous dites, ce qui est marqué dans le livre. Oui. Oui. On peut développer. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par monde invisible? Il y a 3 éléments principaux. Il y a ces ancêtres-là. Quand ils sont fâchés contre nous, rien ne marche. Et pour rétablir l'équilibre, il faut des sacrifices. Et on organise des rites. Il y a des génies qui sont au service des hommes. Si vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez un manguier, vous allez ramasser le mangue, vous ne savez pas que ce n'est même pas pour le mangue que le manguier est là. Ça fait partie de l'invisible. Le 3e élément, c'est le double, que nous appelons en néon le vous. À côté de son doublé, quel est le mbe? Non, le mbe, c'est l'ensemble des manifestations de l'évou. Donc, quand l'évou a déjà causé beaucoup de désordre, on organise donc les rites. Tous les rites bêtis veillent à rétablir ce que nous appelons le mvoye. En français, peut-être, ça veut dire la paix. Oui. C'est-à-dire purifier, rendre saint, et puis la sanation, la purification des peuples. Les ancêtres sont fâchés. Il faut rétablir l'équilibre. Il faut demander pardon. Implorer le pardon des ancêtres. C'est pour ça que nous organisons des rites. Et il y a un ensemble de rites. Vous avez parlé du sceau. C'était le principal. Le rite suprême. Et qui a été interdit en 1907 par les Allemands, après des incidents. Et à l'université aujourd'hui, on cherchait à réinstaurer ce rite parce que ceux qui sont venus après les Allemands ont vu que ce n'était pas un mauvais rite. Et ce rite-là se pratique ailleurs. Au Tchad, on pratique le rite chez on les appelle les gens du sud du Tchad. Dans la Damawa, on pratique ce rite. Les Laka pratiquent ce qu'ils appelaient le guéri. Les Massa parlent de l'habit. Les Mbaya pratiquent le même rite. Chez le Bassa, c'est la même chose. Je peux dire, quand on parle du Ngon Bamoun, ça vient de Tikar. C'est ce rite. Chez le Douala, quand on vous explique le Ngondo, ça ressemble un peu à ça. Mais chez les petits, on n'a rien. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé le Mboman. Il fallait qu'on comble vite. La nature aurait du vide. Alors, études riches, intéressantes, pertinentes pour les adeptes de la culture, de l'anthropologie, les étudiants, les chercheurs, les universitaires. Études innovantes et innovatrices et davantage intéressantes pour les détenteurs de nos savoirs traditionnels. Le préfacier
Professeur François-Xavier Eto'o précise d'ailleurs qu'en couchant sur le papier des aspects de la culture Barkono, Zomlo Okaletora a rompu avec le mythe coutumier de la communication orale pour celui Gutenberg, afin de sécuriser ses travaux traditionnels barconiens au bénéfice des contemporains et des générations futures. Il a ainsi fait sien le conseil de Lord Ford Chesterfield à son fils Philippe. Portez votre culture comme votre montre avec discrétion et gardez-vous de le tirer sans cesse de votre gousset et de faire teinter pour le seul plaisir de montrer que vous n'en êtes pas dépourvu. Merci Zomlo pour cet échange. Nous sommes déjà ravis de vous accueillir la prochaine fois à l'occasion d'un échange plus thématique. À bientôt sur Africa TV. Merci.